à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis contente de vous retrouver pour parler évidemment de mes petites lectures de la semaine. Il y a eu pas mal de choses à nouveau, donc ça c'est une partie de ce que j'ai lu. Il y a un ou deux autres livres en plus que j'ai déjà rendus à la bibliothèque, mais je vais vous expliquer tout ça en détail, donc commençons. Je vais commencer par la saga L'Épouvanteur, donc je continue toujours comme vous le savez et j'ai lu le 10e tome, à savoir Le sang de l'Épouvanteur de Joseph Delaney, que j'ai beaucoup apprécié. Je vous remets le petit visuel à gauche ou à droite comme habituellement. Je vous ai déjà parlé plein de fois de cette série, de cette saga que j'aime beaucoup et c'est toujours aussi bien. On avance très bien dans l'histoire, il se passe plein de choses, il y a plein de découvertes, il y a plein de dangers également. On retrouve les personnages qu'on connaît bien, il y a évidemment l'épouvanteur John Gregory, mais aussi évidemment Tom qui est le héros de cette histoire, Tom Ward qui est l'apprenti épouvanteur. On a Alice, on a maintenant le personnage de Grimalkin qui est bien présent et qu'on retrouve assez souvent. Bref, il y a plein de choses qui se passent et c'est extrêmement prenant. Je continue avec un petit manga. J'ai lu le second tome de celui-ci qui est Un dragon dans ma cuisine aux éditions Nobby. J'avais lu le premier tome à sa sortie et j'avais bien aimé, c'est vraiment tout mignon. Je ne savais pas mais le second tome est sorti, donc par hasard je l'ai vu dans la librairie et du coup je me le suis acheté directement et je l'ai aussi lu directement. C'est toujours aussi agréable. Ici le petit dragon qu'on avait rencontré dans le premier tome, que cette jeune artiste peintre qui étudie en fait la peinture et le dessin a trouvé dans sa petite maison en pleine forêt un œuf qui a éclos, qui du coup a donné naissance à un petit dragon. Et c'est des petits moments mignons. C'est un petit livre, c'est un petit manga tranche de vie assez sympathique, très mignonnet. Ici, le petit dragon, eh bien, il grandit de plus en plus. Donc, on doit faire face à d'autres petits soucis vu que ce dragon doit rester quand même un minimum caché. Et c'était tout mignon. On a ce genre de dessin. Ça se lit assez vite, mais c'est très agréable. En tout cas, j'apprécie cette série. Je sais pas du tout combien de tomes il y aura, mais donc j'ai pu lire aussi ce second petit manga. J'ai également lu une BD qui est celui-ci, c'est Nevermore, le premier tome, les défis de Morrigan Crown aux éditions Jungle. C'est la BD qui est tirée du roman au même nom qui est fait par Jessica Townsend, que j'avais beaucoup apprécié. J'avais lu le premier tome et j'ai le second tome dans ma palle, mais comme c'est une série qui va comporter plusieurs tomes et qui prend un peu de temps, ça fait quelques années qu'on attend. Je crois qu'il y a jusqu'au 3e tome qui est sorti, mais il y en a encore beaucoup qui sont prévus, donc j'avais pas envie de d'être spécialement à jour dans cette série pour pas attendre trop longtemps et du coup plus avoir vraiment bien l'histoire en tête. Donc j'avais lu le premier tome à sa sortie parce que ça m'intéressait et puis j'avais mis un petit peu cette série en pause le temps que d'autres tomes de la série sortent. Ici ils ont sorti la BD et j'ai craqué parce que c'est une histoire que j'aime vraiment beaucoup et j'avais hâte de la découvrir en BD, ce qui me permettait aussi de me rafraîchir du coup le premier tome et de me rappeler plein de petits détails que j'avais un petit peu oubliés parce que ça fait des années que j'ai lu le premier tome du coup. Dans cette histoire en gros on suit Morrigan qui est une enfant maudite. En gros elle porte la poisse, tout ce qui se déroule mal dans la vie c'est sa faute à elle et elle est destinée à être sacrifiée lors du Merveillon. Donc le soir du Merveillon elle est censée mourir afin que tout se résolve. Mais contre toute attente il y a un homme assez étrange nommé Jupiter qui va arriver et qui va l'emmener avec elle. Il va devenir son mécène et il va l'amener dans un autre monde, le monde magique de Nevermore. Et Morrigan va un petit peu faire ses premiers pas à Nevermore. Elle va devoir passer des tests, elle va devoir passer des épreuves. C'est un monde magique et c'était vraiment très chouette. J'avais beaucoup apprécié le premier tome, comme je vous l'ai dit, le roman, et j'ai beaucoup apprécié redécouvrir ce premier tome avec cette BD. Qui est très jolie. On a des planches comme ceci. Donc ça c'est au début. Donc les couleurs sont assez ternes et puis je vais vous montrer un petit peu mais pas de trop. Voilà, quand Morrigan est un petit peu plus avancée dans l'histoire et qu'elle
se retrouve à Nevermore, qui est un monde complètement différent bien sûr, et c'est super intéressant, c'est super intriguant, et le fait d'avoir lu la BD, ça me donne envie du coup de relire le roman, le premier tome, et pourquoi pas enchaîner sur le second et éventuellement m'acheter le troisième, je ne sais pas encore, mais du coup ça m'a bien donné envie. Alors continuons avec celui-ci, j'ai lu donc Petit meurtre à Endgame de Alexandra Benedict aux éditions Pocket. Au niveau de l'histoire, ça se déroule pendant les fêtes de Noël. Un jeu de piste va être organisé à Endgame, qui est un grand manoir. Ce jeu de piste a un enjeu majeur étant donné que le gagnant obtiendra le domaine. Donc on va suivre plus précisément le personnage de Lily et plein d'autres de ses cousins qui vont venir. C'est un manoir familial, donc ce sont les membres de cette famille qui sont conviés à venir participer à ce jeu. Lily, elle a pas vraiment envie de participer à ce jeu parce que et de revenir dans ce manoir parce qu'il y a plein d'événements dramatiques qui sont liés à ce lieu. Donc elle n'est pas spécialement emballée de revenir, mais il y a quand même un attrait pour elle parce qu'on va apprendre que sa mère en fait est décédée et on lui laisse penser que en revenant et en participant à ce jeu de piste, elle découvrira ce qui est réellement arrivé à sa mère. Donc voilà, elle a un autre objectif. Elle veut pas spécialement gagner le manoir, mais elle veut savoir la vérité au sujet de sa mère. Tous ses autres cousins, eux, c'est pas leur objectif. Eux, ils veulent évidemment obtenir le manoir et on va suivre ces personnages. Alors évidemment, nous sommes en période de fête à Noël et très vite, le manoir va être isolé à cause d'une tempête de neige. Ils vont être coupés de tout contact extérieur et bien entendu, il y a un drame qui va arriver à partir du moment où il y a un meurtre qui va être commis, donc un des personnages, un des cousins en tout cas, va être retrouvé assassiné. Donc je ne dis pas plus pour le petit résumé. Mais voilà un petit peu l'ambiance dans laquelle on sera plongé. Et c'est un livre qui me tentait beaucoup. Déjà, quand il était en grand format, j'avais hésité à me l'acheter parce que ça avait l'air très sympa et j'avais entendu pas mal de choses positives. Donc j'étais très curieuse. Quand il est sorti en poche, je l'ai directement acheté et ça fait pas longtemps non plus qu'il est dans ma palle. Donc je l'ai sorti assez vite. L'intrigue de départ qui se passe dans un huis clos à la période de Noël, ça m'attirait beaucoup bien entendu. Le côté jeu de piste, petit secret, révélation également. Le souci c'est que j'ai pas du tout apprécié les personnages et du coup ça a un petit peu gâché quand même ma lecture. J'ai apprécié aucun des personnages. On va suivre le personnage de Lily tout au long de cette lecture. C'est le personnage principal et c'est un personnage qui est extrêmement timide, extrêmement secret, renfermé, qui a un côté même assez mou. Elle est pas très dynamique, donc c'est pas un personnage très charismatique à suivre. Elle est extrêmement effacée également. Et en ce qui concerne les autres personnages, c'est pas spécialement mieux. On a des personnages qui sont tout bonnement infects, qui sont égoïstes, qui sont narcissiques, qui sont centrés sur eux-mêmes, qui sont extrêmement méchants envers les autres. C'est une famille, ce sont des cousins. Alors certes, dans une famille, on ne peut pas tous bien s'entendre, c'est entendu, mais là il y a beaucoup de violence verbale et d'agressivité constante, donc c'est un peu spécial comme atmosphère, mais ce qui fait que les personnages sont vraiment détestables et moi je les ai pas du tout appréciés. Même le personnage de Lily, qui n'est pas un personnage méchant, qui est plus une victime, mais elle arrête pas de subir en fait et elle ne se secoue à aucun moment non plus. Ce sont plus d'autres personnages qui vont par moments un petit peu prendre sa défense, mais elle reste très effacée, très presque insignifiante. Donc c'est pas vraiment un personnage agréable du fait de toutes ces traits de caractère malheureusement. Il y avait aussi plein de réactions de personnages face aux événements que je n'ai pas du tout compris ou je n'ai pas du tout été en accord. Pour moi, il y avait
des choses qui ne vont pas, qui sont aberrantes. Un exemple par exemple, je vous ai dit que le personnage de Lily est extrêmement timide, introvertie, effacée, elle essaye de se faire le plus discrète possible. Pourtant elle est pas stupide, parce qu'au niveau du jeu de piste, elle trouve les indices rapidement. Donc elle est intelligente, mais elle est extrêmement en retrait. Et elle est styliste, d'après ce qu'on comprend, elle fait des créations. Donc elle a amené des robes avec elle, ce sont ses propres créations, et elle les porte pendant les repas. Et les robes qu'elle porte, c'est quelque chose d'extrêmement tape à l'œil en fait. Ça va être des tenues tout sauf discrètes, avec des perles brodées, avec des plumes. Enfin, ça a l'air d'être quelque chose complètement pas farfelu, mais vraiment plus somptueux, qui attire le regard de toute évidence. Donc c'est un peu contradictoire avec le personnage extrêmement timide, discret et effacé de Lily. Et quand elle va manger, là elle sort avec des tenues de princesse de Saba. Donc c'est assez particulier. J'ai pas trouvé ça très crédible. Il y a d'autres aussi petites choses comme ça qui ne collent pas spécialement. Comme je l'ai dit, il y a des réactions au niveau des personnages que j'ai pas comprises. Par exemple, il y a le premier meurtre qui va avoir lieu. Donc c'est une personne de leur famille qui va être retrouvée assassinée. Ils sont bloqués dans ce manoir, donc ils ne sont qu'entre eux. Il n'y a pas normalement de personnage extérieur. Déjà, personne ne semble triste spécialement de la mort de ce personnage, à part le conjoint de celle-ci. Mais sinon, les autres sont... Voilà, n'ont pas l'air chamboulés, n'ont pas l'air spécialement inquiets qu'il puisse y avoir un assassin parmi eux. Ils sont plus focalisés pour continuer le jeu de piste et gagner le manoir que de se dire mince, il y a quelqu'un de ma famille qui est décédé et en plus cette personne a été assassinée. Ce meurtre, ce crime passe en second plan. Le plus important, c'est continuons de jouer. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça où ça m'a pas semblé crédible. Après, l'écriture, la plume, c'est extrêmement fluide, c'est des petits chapitres courts, donc ça se lit bien malgré tous ces petits détails qui, à mon sens, coincent. Donc j'avoue que je suis assez déçue parce que j'attendais beaucoup de cette lecture, au vu de ce que j'avais entendu et au vu d'un petit peu le résumé avec un jeu de piste, un manoir, période de Noël, des secrets, tout ça, ça me tentait beaucoup. Et finalement, bah voilà, ça a été une lecture un peu bof et un petit peu décevante, ma foi, donc c'est assez dommage. Je vais passer à une très bonne lecture, comme ça change. C'est celui-ci, c'est le Lys de Feu, le premier tome qui est La Prophétesse. Des éditions Rivka, et c'est écrit par Jacqueline Benson. C'est le premier tome, je pense qu'il y a 4 tomes. C'est un très joli livre que j'ai lu en audio, donc je l'ai écouté et j'ai beaucoup apprécié ce premier tome. Vraiment, c'était vraiment super. Donc au niveau de l'histoire, eh bien on est à Londres, on est dans les années 1914, donc ça se passe avant la guerre, un peu avant la guerre, et on va suivre le personnage de Lily. Lily qui possède un don, en fait, elle a des prémonitions, c'est-à-dire qu'elle peut voir le futur, elle peut voir l'avenir. Le souci, c'est que ces prémonitions qu'elle a, elles sont tout le temps extrêmement funestes. Et malheureusement, rien apparemment ne peut les empêcher. Donc elle a déjà essayé de changer le cours des choses, de changer l'avenir, mais ça s'est jamais bien passé. Et la prémonition est toujours arrivée comme prévu. Donc on a ce personnage de Lily, ses prémonitions, et un jour, eh bien, elle va avoir une prémonition concernant une femme qui est sa seule amie, étant donné qu'à cause de notamment son don, elle est assez solitaire, elle est assez en retrait. Il faut savoir aussi que sa situation familiale est délicate, donc ce qui fait qu'elle n'a pas beaucoup de contact, elle n'a pas de famille, sa maman est décédée,
Et du coup, elle est assez solitaire à cause de tout ça. Donc quand elle apprend que sa seule amie est en danger de mort, eh bien elle va quand même tenter de changer cela. Et je vais pas rentrer dans les détails, mais elle va devoir se faire aider. Et c'est là qu'entre en jeu un personnage qui est un lord, le lord Strangford, qui va intervenir et qui va l'aider. Et on va apprendre que lui a aussi un pouvoir, et ce pouvoir a un rapport avec le passé. Je vais pas entrer plus dans les détails pour que vous ayez la surprise, mais je vous dévoile rien de spécial, étant donné que vous voyez ici à l'arrière du livre, on nous annonce un petit peu les choses en nous disant que elle peut voir l'avenir, lui peut toucher le passé. Donc voilà, je vous ai rien non plus dévoilé de capital, mais ça c'est pour le résumé et je vais rester là-dessus pour pas trop vous en dire. Et j'ai adoré cette lecture, c'était vraiment génial. Je me suis laissée emporter, c'est très immersif. J'ai beaucoup aimé l'univers, j'ai beaucoup aimé l'intrigue qui est beaucoup plus profonde et beaucoup plus intéressante que ce qu'on peut bien penser au départ. C'est un premier tome, mais j'ai trouvé qu'il se passait déjà énormément de choses dedans, donc on n'est pas vraiment dans un premier tome introductif, il y a beaucoup d'événements. On va évidemment suivre Lily qui va essayer d'arrêter le cours des choses, en tout cas d'empêcher le cours des choses pour son amie, et en tentant cela, eh bien elle va se retrouver au cœur d'une sordide affaire. Je n'en dis pas trop, mais du coup il va y avoir d'autres enjeux et elle va devoir faire face à d'autres problèmes, à d'autres dangers également. Et c'était vraiment très intéressant à suivre. J'ai apprécié le personnage de Lily, un personnage qui est attachant, c'est un personnage qui est courageux, qui est fort, qui a un petit côté fonceur et impulsif, parfois un petit peu trop, c'est vrai, que parfois elle a tendance à un petit peu foncer tête baissée sans trop réfléchir, mais c'est pas au point d'être dérangeant, donc ça va. On a des personnages qui sont assez bien travaillés, qui sont assez profonds de manière générale. On a un univers qui est bien construit. J'ai beaucoup apprécié la thématique, notamment des pouvoirs. C'était vraiment très sympa. On est dans une histoire fantastique où il y a de la magie, mais il y a également un côté scientifique qui est présent. J'ai bien apprécié en fait l'association de ces deux thématiques, et je vais continuer. J'ai pas la suite, mais je compte bien me la procurer parce que j'ai vraiment apprécié l'ambiance, l'univers, l'histoire, et j'ai hâte de savoir ce qui va se passer parce que ça annonce pas mal d'enjeux. En plus, il y a la guerre qui approche, donc c'est évident que ça va avoir un impact sur les personnages, et du coup voilà, c'était une très belle surprise, une très bonne découverte, et je vous recommande si vous avez envie de ce genre d'histoire avec tout ce qui concerne des pouvoirs, un petit peu de magie aussi, et une intrigue bien menée. Vous pouvez vous diriger vers celui-là sans souci. Alors, j'ai également lu Grossir le ciel de Franck Bouys aux éditions Le Livre de Poche. Je vous remets la petite image parce que je l'ai rendue à la bibliothèque. Alors, dans cette histoire, on va suivre Gus, qui est un paysan très solitaire, qui vit tout seul dans sa ferme au fin fond des Cévennes. Donc, c'est un personnage assez bourru du terroir, qui vit tout seul dans sa ferme, seulement accompagné de son chien. Il passe ses journées donc à s'occuper de ses bêtes, à s'occuper de ses champs et de sa terre. Il a un voisin, en tout cas le plus proche de ses voisins, c'est le personnage nommé Abel, avec lequel il entretient quelques timides contacts. En gros, ils s'entraident quand il y a des travaux de ferme qui sont un petit peu plus lourds. Voilà, il y a une entraide entre les deux hommes, mais ils sont pas là non plus à s'échanger des confidences. Donc on suit ce personnage, voilà, de Gus, avec quelques interactions avec le personnage de Abel. Et tout à fait par hasard, un jour, Gus va apprendre la mort de l'abbé Pierre, et ça va complètement chambouler tout son quotidien. Et il y a une succession d'événements comme ça qui vont lui tomber sur le coin de la figure, et on va suivre tous ces événements. Voilà, ça c'est en gros l'histoire. C'est un tout petit livre, Grossir le ciel, il fait moins de 300 pages, donc je pense qu'il faisait 260, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment un tout petit livre, et c'était une lecture très intéressante. J'ai beaucoup apprécié l'écriture. C'est un récit très rural, hein, très du terroir, donc il faut apprécier cette ambiance agricole.
où la terre est vraiment mise en avant, où on a des personnages très renfermés, très secrets, un peu brut comme ça de décoffrage de prime abord, qui parlent pas beaucoup, qui restent dans leur coin, qui s'occupent de leurs affaires. Voilà, c'est un petit peu l'ambiance de ce roman. Il se lit extrêmement vite, en tout cas moi je l'ai dévoré, comme je vous l'ai dit, moins de 300 pages, ça va, et c'est addictif, donc il y a quand même un rythme qui est là et qui pousse à continuer à lire, donc c'était très bien, j'ai rien à dire à ce niveau-là. On va quand même être dans un récit très noir malgré tout, parce qu'on va apprendre un petit peu le passé de Gus, notamment tout ce qui concerne la situation familiale, ce qu'il a vécu avec son père, avec sa mère, ce qui est pas très folichon. Il va y avoir aussi d'autres secrets qui vont être dévoilés, il y a pas mal de secrets noirs autour, il va y avoir un petit climat de peur et de suspicion, notamment entre Gus et son voisin Abel. Il y a pas mal de non-dits évidemment présents à cause du caractère de ces deux personnages. Donc j'ai trouvé que les personnages étaient vraiment très bien travaillés, très bien construits. Toute la psychologie aussi autour de ces deux personnages était vraiment très intéressante. Le seul petit truc, c'est la fin. J'avoue que elle est très rapide, elle est abrupte. J'aurais aimé avoir davantage de pages parce que ça se finit comme ça, boum, ça se clôture. Et j'étais très surprise, je pensais que ça allait pas se terminer aussi rapidement et aussi rapidement. J'aurais apprécié un petit peu plus de lignes, mais ça c'est mon sentiment. Donc voilà, sinon une lecture intéressante, bien recherchée, travaillée, profonde, très réaliste aussi. Donc voilà, c'était assez intéressant. C'était la première fois que je lisais Frank Buys. C'était un auteur que j'avais envie de découvrir et je trouve que ce qu'il fait est assez intéressant. Après, c'est le premier livre que je lis, mais je pense que je vais aussi aller vers d'autres titres pour un petit peu plus me faire une idée et continuer un petit peu à découvrir cet auteur. Alors, j'ai également terminé celui-ci qui est La Maison sous la maison de Émilie Chazeron aux éditions Sarbacane. C'était ma lecture en cours, je pense. Je vous l'avais montré la semaine passée et je l'ai lu très rapidement, mais ça je le savais, c'est une lecture jeunesse. Je vous avais montré, je pense, mais vous voyez, c'est bien aéré. Il y a pas mal de petits dessins, de petites illustrations qui font des demi-pages, des pleines pages. Donc ça fait que la lecture est fluide. On a plein de petites choses comme ça assez souvent. Donc voilà, ça se lit bien, ça se lit de manière très fluide. Je vous montre encore une illustration. C'est des illustrations en noir et blanc à chaque fois. Mais donc ici, on va voir Albertine et sa famille. Donc elle est avec sa maman et ses deux frères. Par un curieux hasard, ils vont avoir l'opportunité de déménager de leur petit appartement dans une belle grande maison. Ils vont donc évidemment saisir cette occasion et emménager dans cette grande maison où ils auront chacun leur chambre. Albertine, c'est une petite fille qui a 11 ans. C'est une petite fille qui a un souci de santé, qui est une petite fille assez renfermée, qui a aussi des soucis à l'école parce qu'elle subit du harcèlement de la part de ses petits camarades. Et elle a aussi un talent particulier, à savoir qu'apparemment elle a une affinité avec les plantes, donc elle discute en fait avec les plantes. Et donc après avoir emménagé, Albertine va découvrir qu'il y a une cave dans cette maison et que dans cette cave, eh bien, il y a un passage qui mène à un endroit qui est appelé le sous-monde. Et il y a des choses étonnantes dans ce sous-monde. Bien évidemment, Albertine va être amenée à se rendre dans le sous-monde. Son arrivée dans cette maison n'est pas anodine. On a besoin d'elle. Elle a une mission à remplir. Et il y a plein de choses qui vont arriver à cette petite fille et notamment aussi à ses frères. Ça c'est pour le résumé, je vais pas en dire plus, je pense que vous avez assez d'informations pour un petit peu voir de quoi il est question, mais c'était vraiment très sympa. C'est une histoire vraiment mignonne avec des belles valeurs, avec plein de valeurs familiales aussi.
Les personnages sont très attachants, ils sont soudés, ils sont mignons, ils sont agréables. Il y a une petite aventure aussi, il y a un petit côté magique étant donné que Albertine a cette affinité avec les plantes, qu'elle peut discuter avec les arbres, les végétaux de tout type. Elle va se rendre compte qu'elle a un rôle à jouer, un rôle très important de gardienne entre son monde à elle et le sous-monde. Et évidemment, il y a quelque chose qui va se passer qui fait que elle va devoir intervenir, qu'elle aura un premier rôle à jouer. Au début, elle est très hésitante, elle est assez intimidée aussi, elle ne s'y connaît pas encore, elle a beaucoup de pression sur ses épaules, mais évidemment les choses vont bien se dérouler, vous pensez bien, c'est un livre jeunesse et c'était vraiment très très sympa à lire, c'est un univers très original. Je ne sais pas s'il y aura une suite, si c'est une série ou si c'est un one-shot, mais dans tous les cas, j'ai beaucoup apprécié celui-ci et s'il y a une suite qui arrive, je pense que je me la procurerai parce que j'ai beaucoup apprécié cet univers, j'ai apprécié les personnages, j'ai apprécié les belles valeurs qui s'en dégagent et cet univers du sous-monde était vraiment très intéressant. Donc voilà pour celui-ci. J'ai également lu un petit livre qui est celui-ci, Le Souffle des Ténèbres de Frédéric Livins, que j'ai été me procurer au salon du livre de Mons où j'ai vu l'auteur qui m'a fait une petite dédicace et j'ai eu un marque-page aussi, donc super, c'était bien pratique pour la lecture de ce livre et j'étais très curieuse de découvrir parce que ça me tentait beaucoup. Il y avait plusieurs livres de cet auteur et j'ai pris celui-là tout à fait au hasard parce qu'il fallait bien en choisir un et je suis assez contente. C'est un livre qui se lit très bien, très vite, presque d'une traite. Il y a des chapitres assez courts et le rythme est vraiment prenant. Donc dans cette histoire, on va suivre un couple. Donc on a Brian et Suzy qui vont se rendre en Bretagne dans un petit village pour passer des vacances, pour prendre du repos, pour se changer les idées. Parce qu'il y a eu des événements un peu difficiles dans leur vie et Brian il a toujours entendu parler de ce lieu, de ce village par son grand-père qui était natif de là. Brian, lui, il a jamais mis les pieds, mais il a été un peu bercé par ce que lui racontait son grand-père. Et là, il sent que c'est le moment d'aller un petit peu découvrir et de visiter. Donc, ils arrivent dans un petit village où tout le monde se connaît. Ils vont prendre une chambre dans un petit hôtel et ils vont commencer à planifier tout ce qu'ils veulent visiter, tout ce qu'il y a à voir et notamment il y a un vieux château en ruine pas loin, mais chose étrange c'est que ce vieux château n'est cité dans aucun guide touristique, il est un petit peu gardé secret on dirait. Brian lui il est au courant de l'existence de ce château par les récits de son grand-père et la première visite qu'il prévoit de faire, c'est aller voir les ruines de ce château. Et quand ils en parlent aux personnes du village, eh bien, on leur déconseille fortement d'y aller, en leur disant que le château est vieux, que c'est une vraie ruine et que du coup c'est dangereux de s'aventurer là-bas. Et en plus, ils vont entendre des légendes concernant une sorcière et des faits horribles qui se sont déroulés dans ce château il y a des siècles. Notamment un rapport avec les forces du mal et la sorcellerie, etc. Donc évidemment, Brian et Suzy, ils croient pas vraiment à ce genre de légendes et d'histoires. Et ils vont quand même visiter. C'est plus Brian qui a cette volonté d'aller visiter le château. Suzy, elle est un petit peu refroidie, mais bon, elle suit son mari. Et lors de leur visite au château, Brian va faire une chute, il va s'évanouir, donc rester inconscient un petit moment. Il sera blessé à la tête et Suzy va parvenir malgré tout à le ramener au village. Le médecin va venir l'ausculter et à partir de là, il y a des faits étranges qui vont commencer à se produire. Et je vais m'arrêter là pour le petit résumé. Je pense que vous avez assez d'éléments. Donc ici, on est dans une ambiance un petit peu de film d'horreur comme ça.
une ambiance de légende, d'événements maléfiques, de sorcellerie, de force du mal latente. Et j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé cette ambiance. Je trouve qu'elle est vraiment bien écrite, elle se transmet, on ressent cette ambiance. C'est très addictif. Je l'ai lu en une après-midi et un début de soirée parce que j'avais vraiment envie de le terminer. Généralement dans ce genre d'histoire j'ai un peu peur pour la fin parce que je sais pas comment ça va terminer. Est-ce que ça va partir dans quelque chose d'invraisemblable ou est-ce que ça va rester un minimum crédible, même si c'est un peu difficile quand il est question de légende et de sorcellerie, mais je trouve ici que la fin était plutôt réussie et ça m'a convenu, donc je suis contente de cette fin. Et c'est une lecture que j'ai beaucoup appréciée, comme je vous l'ai dit. Si vous cherchez un livre dans une ambiance comme ça, un petit peu angoissante, avec tout ce qui concerne malédiction et des choses en rapport avec la magie, la sorcellerie, plutôt magie noire évidemment, celui-ci pourrait vous convenir. Je pense que je vais me pencher sur d'autres titres de cet auteur parce que je trouve que c'est vraiment bien fait et que j'ai beaucoup apprécié en fait cette lecture. Ce sont des petits livres, ça se lit très bien, ça se lit rapidement. L'écriture est addictive et on peut apprendre aussi des choses parce que on a pas mal d'informations sur les légendes bretonnes, donc je trouve ça assez intéressant aussi. Donc voilà, très très chouette lecture que je vous recommande si vous aimez ce genre. Et enfin, pour terminer, j'ai terminé hier soir celui-ci qui est Tuer la reine, le premier tome de la saga Une couronne d'épines de Jennifer Estep aux éditions Lost Kingdom. Ça c'est un livre qui est dans mon challenge de 24 livres pour 2024. C'est un des livres poche, une des briques poche plutôt, vu que vous étiez d'accord avec moi. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous mets le petit i. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Donc voilà, j'ai terminé, je l'ai lu et j'ai donc validé un premier livre de cette palle de 24 livres, donc je suis très contente et je suis vraiment très contente parce que ça a été une très très bonne lecture. C'était vraiment très très chouette. J'ai déjà été voir si la suite était disponible et je pense que c'est une trilogie parce que le deuxième et le troisième tome étaient déjà disponibles, donc je suppose que c'est une trilogie et j'ai hâte de poursuivre. Donc dans cette histoire, on se trouve dans le royaume de Bellona et on va suivre le personnage de Evie. Evie qui est un membre de la famille royale, mais c'est assez spécial parce qu'elle n'est pas considérée comme une princesse. Elle n'a pas vraiment un statut privilégié. En fait, c'est un royaume où les personnages ont des pouvoirs et donc ont accès à la magie. Il y a différents types de magie, des magies qui sont assez recherchées et d'autres qui sont moins prestigieuses, on va dire. Et ici, le personnage de Evie, elle a un pouvoir qui est en gros un odorat très important, surdéveloppé. Et de toute évidence, c'est pas la magie la plus prestigieuse qui existe. Donc elle a été un petit peu reléguée à des tâches pas très importantes. Elle prend pas part active à la vie de la cour. Elle est plus cachée et en plus, elle est vraiment maltraitée par Vassilia, qui est la fille de la reine, donc la princesse héritière, qui est un personnage immonde, extrêmement méchant, extrêmement égocentrique, égoïste, enfin cruel. C'est vraiment un personnage détestable. Du coup, le personnage de Evie est assez effacé et elle se fait le plus discrète possible pour pas subir les foudres de cette princesse qui est en fait sa cousine. Mais un jour, il se passe quelque chose de très important et de dramatique, c'est-à-dire que Vassilia, donc sa cousine, va prendre le pouvoir. Elle va faire un coup d'état et elle va tuer sa mère, la reine, pour prendre sa couronne. Elle va également tuer tous les autres membres de la noblesse qui pourraient être contre elle. Et parmi ces personnes, il y a Evie, donc son but c'est de tuer tous les membres de la famille royale. Et elle va tenter de tuer Evie également, mais Evie va parvenir à s'échapper. Elle va quitter le palais et elle va trouver refuge dans une troupe de gladiateurs.
et elle va se former parce que les gladiateurs c'est très important dans ce royaume, dans cette société. Donc elle va s'intégrer à cette troupe, elle va évidemment cacher son identité. On va apprendre qu'en plus de son odorat, elle a également une autre magie à sa disposition qu'elle a toujours cachée, une magie très intéressante, mais que ses parents qui sont décédés lui ont toujours conseillé de cacher le plus possible, et là ça va lui être très utile. Donc on va suivre Evie dans ses troupes de gladiateurs, et évidemment à un moment donné son objectif ça va être de se venger. Parce que Vassilia c'est une reine catastrophique, hein, on s'en doute bien, et tout ce qu'elle veut faire c'est mener des guerres contre les autres royaumes. Donc en gros c'est de mener à la guerre son royaume et de faire évidemment des victimes parmi les gens du peuple pour ses envies égoïstes. Donc il faut contrer cela, et étant donné qu'elle est la seule rescapée, qu'elle est la seule survivante de sang royal, elle est la seule à pouvoir la stopper et avoir sa place sur le trône. Donc voilà, ça c'est pour l'histoire globalement, et j'ai beaucoup apprécié. Ça se lit très très bien, c'est prenant, il y a beaucoup de choses qui se passent. J'ai bien aimé le personnage d'Evie qui a une très belle évolution. On trouve au début un personnage qui est très renfermé, très effacé, qui se laisse même marcher sur les pieds, qui en fait a dû adopter cette façon de faire pour pouvoir survivre au sein du palais, et qui va s'affirmer de plus en plus, qui va prendre confiance, qui va s'entraîner avec les gladiateurs, et qui va vraiment s'affirmer de plus en plus pour l'objectif et la mission qu'elle aura, de renverser cette reine, de se confronter à sa cousine, et c'était vraiment très très bien fait. C'est progressif et du coup c'est cohérent et crédible. Et voilà, c'était très très sympa à suivre. J'ai beaucoup apprécié aussi la thématique de la magie et des pouvoirs. On a d'autres personnages magiques parce qu'il y a des mages aussi. On a aussi des créatures qui peuvent se transformer, des ogres et ce genre de choses. Donc c'est un univers assez riche, assez fourni. Et l'intrigue tenait la route. J'ai beaucoup apprécié. Franchement, c'était une belle surprise. Je savais pas à quoi m'attendre. J'avais juste vu les petits mots-clés secret, vengeance, royaume. Je pensais bien que ça allait me plaire, mais j'ai vraiment été agréablement surprise par ce premier tome, et j'ai hâte de connaître la suite parce que évidemment il y a encore plein de choses qui vont arriver, j'en suis sûre, et je suis très très intriguée et très curieuse. Voilà, ça c'est pour mes lectures de la semaine. Il y a eu pas mal de petites choses comme vous l'avez vu, mais dans l'ensemble très chouette, donc je suis contente. J'ai continué d'autres choses, je vais vous montrer ça. Alors je suis toujours dans celui-là, je vous l'avais montré la fois passée, Le clocher de Noël et autres crimes impossibles. C'est 13 histoires qui se passent, donc c'est du policier, hein, c'est des petites affaires avec des auteurs comme par exemple Maurice Leblanc, Conan Doyle, etc. Ici je suis à la page 133, donc j'ai déjà lu trois petites nouvelles je pense. En tout cas il y a encore les autres petits marques ici pour les histoires suivantes, et c'est très sympa, donc je lis une ou deux comme ça quand j'ai le temps, quand j'ai envie. C'est des petites histoires simples et je vais pas vous faire des résumés de l'histoire, des histoires en question parce que parfois elles font 30 ou 40 pages, mais c'est assez sympa. C'est voilà, ça prend pas des heures à lire. Je pioche comme ça une ou deux de temps en temps, et je passe un bon moment. Donc je vais le continuer bien sûr. C'est un livre qui fait 400 pages environ. Donc j'ai lu un quart pour l'instant, et voilà, c'est très sympathique. J'ai commencé Stealing Infinity de Alison Noël aux éditions Michel Lafon, qui est un emprunt bibliothèque. C'est un livre qui me tentait à sa sortie et que j'avais pas acheté. Le second tome est sorti, je pense. Et ici, je suis au chapitre 10. J'ai lu 50 pages, donc c'est pas grand chose. Pour l'instant, j'en sais pas encore énormément, donc je vais pas vous en parler. Mais je suis assez curieuse de découvrir et je vais du coup un petit peu avancer dans cette lecture. J'ai commencé Vania et le loup. J'avais fait un petit sondage sur Instagram avec 3 livres qui me tentaient, et j'avais laissé
les abonnés sur Instagram décidés et c'est celui-ci qui est ressorti. Donc voilà, je l'ai commencé, je suis à la page 34, donc c'est pas énorme, mais j'en attends pas mal quand même. Je suis très curieuse, c'est un très beau livre, il y a des illustrations aussi à l'intérieur et j'ai hâte d'avancer. Donc voilà, je sais pas encore beaucoup vous en dire parce qu'avec 30 pages, vous vous doutez bien que j'ai pas énormément de choses à vous raconter, surtout que c'est un livre qui en fait plus de 500 je pense. Je vais regarder ça. Oui, et qui fait 600 pages en fait. Donc voilà, il faudra que j'avance un petit peu plus pour que je puisse un petit peu vous raconter ce qui s'y déroule. C'est un des livres évidemment qui fait partie de ma palle d'hiver. Donc j'avance, je continue à sortir des livres de ma palle d'hiver. Je suis aussi toujours dans L'Enfant de poussière. Le cycle de Sif, premier tome. Là, j'ai aussi un peu avancé. Je suis à la page 107 au chapitre 11. Et pour l'instant, j'aime beaucoup. Et je trouve, c'est personnel évidemment, mais je trouve que ça a quand même un petit parallèle, un petit rappel avec la saga L'Assassin Royal. Donc moi c'est mon ressenti, donc peut-être que d'autres personnes vont se dire ah non pas du tout, mais moi en tout cas ça me fait un petit peu penser à ça par pas mal de petites choses. Donc je passe un bon moment. C'est un livre aussi qui est très long, hein, qui fait 600 pages aussi, donc j'ai lu à peine 100 pages. Je vais pas vous faire un résumé à ce stade-ci, mais je vais l'avancer un petit peu plus et voir si je peux... je sais pas si j'aurai fini pour la semaine prochaine. Je sais pas du tout. Bref, nous verrons bien. Mais en tout cas, je suis aussi dans cette lecture-là. Et pour les livres audio, j'ai commencé celui-ci qui est Rosanne, le premier tome de Laetitia Danaé aux éditions J'ai lu. Et j'ai bien avancé parce que vous voyez, je l'ai presque fini. Je suis au chapitre 30, page 330. Et il y a un peu moins de 500 pages. Il y en a 475. C'est un premier tome. J'ai le deuxième tome dans ma palle aussi. Donc voilà, j'ai cette lecture audio en cours. L'univers est sympa. Par contre, j'ai un peu plus de réserve au niveau des personnages. J'ai un peu plus de mal avec les personnages. Mais ça s'écoute très bien. C'est fluide. Ça s'écoute vite et les pages tournent rapidement. Donc voilà, c'est pas dérangeant en soi. Ça me donne pas envie d'arrêter. Je suis curieuse de poursuivre et... du coup, après, j'enchaînerai avec le second tome pour avoir une idée plus précise parce qu'ici, j'arrive vraiment à la fin et j'aimerais en savoir plus concernant vraiment l'univers et l'intrigue parce que c'est plus des intrigues politiques et ce genre de choses. Donc voilà, je vais continuer, terminer le premier tome, commencer sans doute le second et je vous en parlerai plus dimanche prochain. Voilà, ça c'est mes lectures en cours, je n'en ai pas d'autres, pas encore en tout cas. Je vais avancer sur celle-là pour pouvoir vous en parler et faire un petit bilan dimanche prochain comme d'habitude. Ou sinon, je suis allée en bibliothèque pour ramener les livres que j'avais terminés et c'était pas prévu, je voulais pas en prendre d'autres, mais ils se sont présentés à moi et j'ai pas pu leur dire non. Donc je vais vous montrer ça. Alors je me suis pris d'abord celui-ci qui est La Voix des Oracles d'Estelle Faye, le deuxième tome aux éditions Scrinéo parce que j'ai lu le premier tome il y a pas longtemps et j'avais bien apprécié. Il y avait des thématiques intéressantes et j'avais envie de connaître la suite. En plus c'est une duologie donc ça me permet de terminer une série. C'est un livre qui se lira rapidement, je pense, parce que ça fait 330 pages environ. Le premier, je l'avais lu assez vite, donc je pense que ce sera pareil pour le deuxième tome. Je me suis pris un livre jeunesse qui est celui-ci, Le mystère de la tarte empoisonnée de Nikki Thornton aux éditions Michel Lafon. J'avais lu la première saga qui est Les aventures de Seth Seti, si je me souviens bien, qui est un jeune garçon qui faisait des enquêtes magiques généralement. C'était assez sympa et il est accompagné d'un chat qui s'appelle Belladonna ou Belladonna, je sais plus, Belladonna je pense. Et en fait c'est maintenant les enquêtes de ce chat qui parle. Et du coup ça m'a donné envie d'un petit peu tester avec le personnage du chat.
C'est de la jeunesse, ça se lit bien, c'est fluide, c'est vraiment sympa. En tout cas, j'ai bien apprécié les enquêtes de cette Seti. C'est Belladone, le chat. Voilà, donc j'aimerais voir un petit peu ce que ça donne au niveau de ce personnage. Et il y avait je pense que c'est le premier tome, je pense qu'il y en a déjà 2 qui sont disponibles. Il y avait que celui-ci à la bibliothèque, donc j'ai pris celui-ci et je verrai bien ce que ça donne. Ça va aussi se lire rapidement, c'est du jeunesse et je suis curieuse de découvrir. Aussi pris celui-ci qui est Anatomie Love Story de Sana Schwartz. Aux éditions Albin Michel, c'est un livre qu'on a vu passer partout et c'est vrai que j'avais pas eu spécialement envie de le lire jusqu'à présent parce que moi ça me rappelait beaucoup au niveau de l'ambiance et de l'histoire en elle-même, un livre que j'avais lu et que j'avais beaucoup apprécié, qui avait été même un de mes coups de cœur je pense de l'année 2022, quelque chose comme ça, qui est de Corpse Queen. Je vous mets la petite image et d'après ce que j'en avais entendu de celui-ci, c'était un petit peu la même chose. Donc j'avais pas eu envie de me plonger dans une histoire en fait qui était assez similaire à ce livre que j'avais beaucoup apprécié. Et ici, à force d'en entendre parler, je suis quand même curieuse et je vais pas le lire en tentant de comparer avec l'autre. Je vais plus me dire, prends ce livre comme une simple histoire sans avoir d'idées préconçues ou des attentes particulières et je verrai bien ce que ça donne. Je pense qu'il y a déjà un second tome aussi qui est sorti. Donc voilà, je vais découvrir cette histoire et si ça se passe dans la même atmosphère avec les mêmes thématiques que de Corpse Queen, tant mieux vu que j'avais bien apprécié cette histoire. Donc je me suis dit, j'ai pas grand chose à perdre, nous verrons bien. Et enfin j'ai pris celui-ci qui est Le Silence de Denis Lehane aux éditions Galmaster. C'est un roman qui a fait grand bruit à sa sortie, en tout cas j'en ai beaucoup entendu parler en disant que c'était vraiment excellent. Et j'avais même hésité à l'acheter en neuf, mais voilà, c'est quand même un coup. Les livres Galmaster, ils sont très beaux, ils sont qualitatifs, etc. Mais ils sont pas spécialement bon marché. Donc je m'étais dit que j'allais attendre qu'ils sortent en version poche, donc en totem édition. Et finalement, j'ai vu qu'il était à la bibliothèque. Donc je me suis dit, voilà, c'est l'occasion. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir celui-ci. J'ai pas lu la 4e de couverture, je veux rien n'en savoir de plus. Je sais juste qu'il est vraiment très bon. Donc voilà, je vais me lancer dans cette lecture et j'ai vraiment très hâte. Et voilà, on a fait le tour de mes lectures faites, de mes lectures en cours et de mes petits emprunts à la bibliothèque. Il n'y a pas eu d'achat, enfin les achats je vous les ai déjà montrés étant donné que j'avais acheté la BD Nevermore et le manga Un dragon dans ma cuisine, le second tome, mais je les ai lus directement, donc voilà, il n'y a pas de nouveauté arrivée. Donc voilà, je vais vous laisser ici. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser vos petits commentaires avec les lectures que vous faites. N'hésitez pas à me donner votre avis si parmi les livres dont je vous ai parlé, il y en a que vous avez lu. Comme d'habitude, n'hésitez pas. Sinon, un petit emoji, c'est parfait aussi. Je vous remercie. Je vous souhaite un très bon dimanche. Que tout se passe bien pour vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.